l'actualité ce soir, nommé ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé s'explique cet après-midi face à la presse. Zéphirin Diabré annonce le retrait de son parti l'UPC de l'opposition politique burkinabé. Il promet en outre loyauté au président du Faso dans ses nouvelles fonctions. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, la disparition d'un grand démocrate des années 78 au Burkina Faso. Maker Ouedraogo a tiré sa révérence ce mardi à l'âge de 87 ans. À l'élection de 1978, il avait réussi à mettre en ballottage le président Ouakar Sangoulé Lamizana, candidat à sa propre succession. Quels sont les faits d'armes de l'illustre disparu? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la fête du vaudou célébrée chaque 10 janvier au Bénin, marquée cette année par la sobriété. Le Covid-19 n'a pas eu totalement raison des festivités, mais la prudence était de mise, comme vous le verrez dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction COSIAM, où l'association française Chaîne de solidarité partenaire du Burkina Faso séjourne à Ouagadougou pour une opération à cœur ouvert dans le cadre du programme d'appui au développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso, en collaboration avec leurs collègues burkinabés. Les médecins français sont allés expliquer cet après-midi au président du Faso le déroulement de l'opération. C'était pathologie cardiaque opérée avec succès hier au CHU de Tengadgo. Les propos du professeur Eric Chesson sont recueillis à leur sortie d'audience par Draman Dadjan. C'est un jour très important, c'est un jour considérable. Pour la première fois, des enfants sont et vont être opérés à cœur ouvert au Burkina, avec une équipe locale qui a opéré avec le professeur Babatazi. Nous avons déjà opéré 2 enfants, le petit Isaac aujourd'hui, 5 ans, opération difficile. L'enfant est toujours en réanimation. Je pense qu'il va se réveiller dans les quelques heures qui viennent. C'était une opération indispensable pour la vie de cet enfant. La malformation qu'il avait au sein de son cœur n'était pas viable. Donc nous allons continuer à opérer jusqu'à samedi. L'équipe repartira dimanche. Elle travaille en collaboration totale avec l'équipe, votre équipe, monsieur le directeur. Ça fait longtemps que nous nous connaissons. La chaîne de l'espoir est présente au Burkina depuis 1998. Nous avons fait venir les premiers enfants à cette époque-là. Plusieurs centaines d'enfants sont venus en France. Nous avions tous ici un rêve, les opérer ici, parce qu'il est logique médicalement, vis-à-vis des familles et du point de vue financier, de les opérer ici. Donc c'est chose faite. Il va falloir que d'autres missions reviennent. Il y a tout un plan pour continuer cette chirurgie de l'enfant, mais nous allons réfléchir aussi à la chirurgie du cœur pour l'adulte. Au Premier ministère, Christophe Dabiré parle réconciliation avec Léandre Bassolé, le président du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Avec la création des ministères dédiés entièrement à la réconciliation nationale, le Premier ministre a voulu alors présenter les missions du nouveau département d'État au HCROUN. Et la mise en place de ce département ministériel, les missions de l'institution dirigée par Léandre Bassolé connaîtront certainement une évolution pour éviter des chevauchements. L'objectif de tous ces temps, la promotion de la cohésion sociale, mais aussi du vivre ensemble au Burkina Faso. On fait le point avec Roger Kam et Moumouni Soubega. Le président du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, à la primature ce 12 janvier. Léandre Bassolé vient échanger avec le Premier ministre sur les missions de son institution au lendemain de la création des ministères chargés de la réconciliation nationale. Je voudrais justement saluer cette vision du chef de l'État qui montre, si besoin en était encore, à quel point il est attaché justement à la réconciliation nationale, la cohésion sociale. Le fait d'avoir créé auprès de lui, à la présidence, un ministère d'État qui est chargé spécifiquement de ce
volet-là de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Nous sommes aussi, nous, comme vous le savez, le HCOUN, rattachés à la présidence du FASO. Et donc, nous sommes une institution qui sera amenée donc, à travailler, à voir avec cette nouvelle structure, cette nouvelle institution qui est créée à la présidence du FASO. Comment est-ce que nos missions peuvent se compléter? À la suite du président du HCOUN, c'est celui du HCDS, le Haut Conseil pour le dialogue social, qui rencontre le chef du gouvernement Christophe Dabiré. Tout comme le précédent, Jean-Pierre Palme a échangé avec le chef du gouvernement sur les missions de son institution. Le Premier ministre a tenu à nous rencontrer pour nous donner un peu les grandes orientations de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne le dialogue social et la réconciliation. C'est autour donc de ça que nous avons échangé. Il nous a donné quelles sont les grandes lignes du président du FASO, comment le gouvernement compte travailler dans ce sens et quel pourra être donc, disons, l'apport de nos structures, de Haut Conseil du dialogue social. Nous allons continuer pour arriver avec, dans le monde du travail, un certain nombre d'engagements que nous prendrons, chacun et tous, pour justement aller dans le sens de la stabilité, la cohésion sociale. Obtenir une trêve sociale meublée d'une signature de charte sociale avec le patronat, les travailleurs et le gouvernement, c'est le principal défi que le Haut Conseil pour le dialogue social compte relever dans un futur proche, selon son président. À l'Assemblée nationale, 2 ambassadeurs accrédités au Burkina Faso chez le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de celui de Belgique et celui de la République populaire de Chine. Les 2 diplomates disent être allés parler coopération avec le chef du Parlement burkinabé. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Urbain Benito Somé et à Oumou Sissé. On les écoute. Le Burkina Faso fait partie des 14 pays prioritaires pour le Royaume de Belgique. Une priorité qui se manifeste par l'intensification de la coopération bilatérale entre les 2 pays. À Alassane Ballassa Kandé, le diplomate belge réaffirme la volonté de son pays à être toujours aux côtés du Burkina Faso et à maintenir cette bonne santé des relations bilatérales. Nous avions une région géographique prioritaire qui était l'Afrique centrale et nous avons maintenant tout à fait officiellement une seconde région prioritaire, à savoir celle du Sahel et évidemment le Burkina Faso faisant partie du Sahel. Ceci nous permet avec mes collègues au niveau de l'ambassade évidemment de pouvoir argumenter, de pouvoir attirer l'attention de nos autorités à Bruxelles sur les défis et les opportunités à saisir. Et pour le Burkina Faso, le Royaume de Belgique a un portefeuille d'environ 100 millions d'euros pour la période 2019-2023. Coopération, il en était également question entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le chef du Parlement burkinabé. On a discuté justement pour la poursuite de la coopération parlementaire entre les 2 pays et aussi la poursuite de coopération pour les échanges personnels potentiels après la pandémie. Et puis, je pense qu'on a aussi discuté la remise en place du groupe d'amitié parlementaire entre les 2 pays. Ce qui permettra le renforcement de la coopération entre les 2 pays selon Lydiane. Les 2 ambassadeurs ont également félicité Alassane Ballassa Kandé pour sa réélection à la tête de la représentation nationale. Dans l'actualité ce soir, c'est désormais officiel, l'UPC ne siégera plus au CEFOP et c'est le président du parti qui l'a affirmé de vive voix cet après-midi au cours d'une rencontre avec les militants. Zéphirin Diabré promet sa loyauté au président du FASO qui lui a confié une mission de réconciliation nationale. Les militants de l'UPC et les cadres du parti lui ont accordé leur soutien au cours donc d'une sympathique cérémonie de présentation de vœux, résumée ici pour nous par Vincent Tiendrebego. Zéphirin Diabré, président de l'UPC, accueilli au siège de son parti, auréolé de ses nouvelles fonctions de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État. À la tribune, M. Diabré invite les militants du parti mobilisés à faire le constat que le peuple burkinabé a fait le choix d'une alternance au niveau du CEFOP. Par leur vote, à l'occasion de ces élections législatives,
les Burkinabés ont exprimé clairement leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Ils ont donc choisi d'opérer une alternance au niveau du CEFOP. En tant que bons démocrates, nous en prenons acte. C'est le lieu pour moi de présenter toutes nos chaleureuses félicitations au nouveau chef de file de l'opposition, M. Edi Komboïgo, et à son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Opposé au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré jusqu'à des jours récents, c'est le moment de donner une explication au rapprochement subit entre l'opposant et le président, avec un poste de ministre d'État taillé pour lui dans le gouvernement. Nous sommes dans le registre d'une mission précise à exécuter aux côtés du président du Faso, dans le droit fil des engagements qu'il a pris au lendemain de sa réélection, et ce pour le seul bien de ce qui nous est cher au commun, notre cher parti, le gouvernement. C'est le lieu pour moi, et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau, une autre fois, de remercier le président du Faso pour la considération qu'il a accordée à notre parti. Je voudrais donc ici, de manière solennelle, le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Ainsi donc, après avoir été un parti d'opposition pendant 10 ans, l'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique de Burkina Faso. Traiter les crimes politiques, crimes de sang, crimes politiques et économiques de 1960 à nos jours, tels que l'envisage le président du Faso, c'est la délicate mission confiée à Zéphirin Diabré, qui bénéficie du soutien de son parti. À cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, les militants se sont joints au bureau politique national de l'UPC pour lui souhaiter santé et plein succès dans sa nouvelle mission. C'est connu donc, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement depuis le 10 janvier. Hier, à l'issue de la rentrée de la nouvelle équipe, le Premier ministre s'est adressé à la presse. Christophe Dabiré est revenu sur les orientations et les grands défis de sa nouvelle équipe. Et on aura compris que nous sommes dans la continuité des chantiers entamés par Roch Marc Christian Kaboré. Retour sur ces chantiers avec Abdelaziz Yadibou. En attendant sa déclaration de politique générale à l'issue de laquelle les parlementaires procéderont à un vote de confiance, Christophe-Marie Dabiré met en place le tout premier gouvernement qui amorce le second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Une équipe gouvernementale dont la composition est inspirée de 3 principales orientations données par le président du Faso. La continuité reste l'un des maîtres mots qui doivent guider l'action de tous les départements ministériels. Cette continuité doit être bâti sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres. 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre de l'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. Les grandes réformes et engagements pour lesquels le peuple burkinabé a renouvelé sa confiance à Roch Marc Christian Kaboré constituent une boussole efficace pour les 33 membres du gouvernement. Il s'agit en substance de la réconciliation nationale, des réformes de l'administration territoriale et des rémunérations, des réformes foncières et immobilières. La mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte 2 considérations. La première, le dialogue politique qui a prévalu pendant toute la période de son premier mandat et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. De ce gouvernement d'ouverture politique, le président du Faso attend le maintien et le renforcement de la dynamique de développement socio-économique enclenchée durant les 5 années écoulées. C'est en fonction de cela que nous avons choisi les hommes et les femmes qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement,
qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé. Le chef du gouvernement d'indiquer que des efforts ont été déployés pour fédérer plusieurs compétences et sensibilités politiques autour des grands chantiers de développement et de la cohésion sociale. On l'a appris ce mardi, la disparition du principal opposant au général Aboubacar Sangoulé Lamizana lors de l'élection présidentielle de 1978 en Haute-Volta. Maker Ouedraogo a tiré donc sa révérence à l'âge de 87 ans. À l'élection de 1978, le candidat de l'UNDD, l'Union nationale pour la défense de la démocratie, avait réussi à mettre en ballottage le président Lamizana, candidat à sa propre succession. Il fait partie donc des hommes politiques qui ont contribué à enraciner la démocratie au Burkina Faso. Vincent Tiendrebego. Maker Ouedraogo, un homme qui a contribué à faire l'histoire politique du Burkina Faso du temps de la Haute-Volta. Ses faits d'armes remontent à 1978. Il est candidat de l'UNDD, l'Union nationale pour la défense de la démocratie, à l'élection présidentielle. Et il réussit à mettre en ballottage le président candidat, le général Sangoulé Lamizana, avec un score de 25% des voix contre 42% pour Lamizana et devant Joseph Kizerbo et Joseph Ouedraogo Didjo-Weder. Je pense qu'on avait vraiment combattu pour la démocratie parce qu'on y croyait fermement, disait-il dans une interview à Sidouaya en décembre 2006. Fils de Guillaume Ouedraogo, ancien président de l'Assemblée territoriale et actuelle Assemblée nationale, Maker Ouedraogo a été cadre de banque et a dirigé la Banque nationale de développement de la Haute-Volta. Resté à l'ombre ces dernières années, l'homme politique s'est définitivement éclipsé ce 12 janvier 2021 à l'âge de 87 ans. De la Haute-Volta au Burkina Faso, il reste jusqu'à ce jour le seul à pouvoir provoquer un second tour à une élection présidentielle. Et puis la gestion du fret en provenance et en destination du Burkina Faso divise les transporteurs du pays. Les responsables du Haut Conseil des transporteurs du Burkina dénoncent les difficultés rencontrées par leurs membres dans la gestion de ce fret. Ce mardi, face à la presse, ils se sont expliqués. Le point avec Maxime Zongo. La gestion du fret au Burkina ne donne pas du tout satisfaction aux membres du Haut Conseil des transporteurs du Burkina. Cette autre structure syndicale chargée de veiller au bon fonctionnement du transport des marchandises dans notre pays estime rencontrer de nombreuses difficultés sur le terrain. Et cela malgré l'existence d'un arrêté ministériel en date du 20 octobre 2020 portant modalités de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina. Dans la pratique, nous assistons à une manipulation par le CBC et certaines organisations syndicales qui créent de nombreuses difficultés que sont le blocage de livraison de bons de chargement, l'orientation par le CBC de tout demandeur de bons de chargement vers une structure syndicale, en l'occurrence Futur BF, le non-respect de l'article 11 de l'arrêté qui souligne que le bon de chargement est délivré par le CBC sans aucun intermédiaire. Conséquence de cette situation, selon les membres du Haut Conseil des transporteurs du Burkina, de nombreuses tracasseries qui ne sont pas de nature à favoriser leurs activités. Cette situation a créé des conséquences qui impactent notre économie qui sont encore le blocage du fret à la frontière pendant 2 semaines, la détérioration des marchandises durant le stationnement, création de conflits entre les acteurs du transport burkinabé et togolais, fermeture des locaux du CBC à plusieurs reprises et des correspondances malveillantes des autorités du port de Togo au directeur du CBC, interdiction aux véhicules burkinabés d'accéder au territoire togolais. Si une solution urgente n'est pas trouvée, prévient les membres du Haut Conseil, des pénuries de denrées alimentaires et bien d'autres désagréments seront bientôt une réalité. Par conséquent, ils en appellent à leur ministère de tutelle afin qu'ils se penchent sérieusement sur la préoccupation pour ne pas laisser installer d'autres problèmes qui viendront allonger la longue liste des difficultés que rencontrent les Burkinabés.
Dans l'actualité ce soir, le Larlé Naba Tigré face à la presse mardi 12 janvier 2021 à Dapelgo. Objectif, faire le point de ces activités agro-silvo-pastorales réalisées en 2020 et donner les perspectives pour l'année en cours. De ce point de presse, il ressort un bilan satisfaisant. De retour de Dapelgo, Ahadi Sandamba et Ali Doubadini nous font le point. Ferme industrielle Burkina Sompanyimdi des origines. Nous sommes dans la commune rurale de Dapelgo. C'est ici, dans l'une de ces fermes, que le Larlé Naba Tigré a choisi pour faire le bilan de ses activités agro-silvopastorales de l'année écoulée. Face aux hommes et femmes de médias, le promoteur agricole passe au peigne fin tout ce qu'il a mené comme action en 2020. 2020 a été une année où nous avons pu tant sur le plan social, sur le plan humanitaire, sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan politique, je vais parler bien sûr de la politique du développement, apporter notre touche pour aider au mieux-être de nos populations. Alors tout cela, c'est dans l'optique de vaincre la faim, le chômage et la pauvreté dans notre pays. Un bilan qui, selon le promoteur agricole, n'est pas exhaustif. Et en termes de perspective, le Larlé Naba Tigré ambitionne continuer dans la même lancée. La promotion du savoir nous conduira également à partager d'autres expériences, au moins avec 200 producteurs dans les 13 régions. L'autre entreprise que nous avons en 2021, c'est la collecte des savoirs des trésors humains vivants. Nous renforcerons notre appui aux jeunes et aux femmes dans les 12 arrondissements de Ouagadougou dans la période de soudure du mois de juillet au mois de septembre. Nous allons donner à manger 3 fois dans la semaine à 1000 personnes. Nous poursuivrons la promotion du Mongbin avec plus de surface emblavée, mais aussi avec la promotion de mets tels que les brochettes de Mongbin. La promotion des plantes telles que le jatropha, le moringa que vous connaissez, va se poursuivre. Avant le point de presse, les journalistes ont eu droit à une visite guidée et commentée de la ferme agricole. Du champ-école de la variété d'oignons primants à la production maraîchère sous serre, en passant par la pisciculture ainsi que les différentes installations hydrauliques pour l'irrigation, les visiteurs ont pu s'imprégner des réalités du terrain. Ce fut le lieu également pour le Larlé Naba Tigré de présenter à la presse son tout nouvel ouvrage sur la production agricole et l'entrepreneuriat. Le grand format de cette édition nous entraîne à Koumbia dans le Tui où nous vous amenons à assister à une séance de pesée de coton-graines après la récolte. Cette année, la moisson paraît bonne grâce à une pluviométrie abondante. Passé la période de récolte, vient le moment de la commercialisation qui obéit à plusieurs étapes, notamment celle de la pesée. Et c'est avec enthousiasme que les cotonculteurs regroupés au sein des unions s'y activent. Seul bémol, l'attente souvent longue pour encaisser après l'enlèvement du coton. On voit tout cela avec Lassina Ouattara et Vincent Tiendrebego. Monticule de coton, produit du labeur des paysans de Koumbia. C'est la période de la pesée. Et nous trouvons là des hommes aux bras valides qui s'activent pour que chaque poignée du coton-graine passe sur la bascule, pesée et consignée dans un cahier. Bon, ici là. Bon, c'est tous les villages, mais il y a des villages voisins ici, ils viennent voir ici. C'est même une seule village, mais c'est notre quartier comme ça. Toute là. Mais il y a des autres quartiers qui viennent vendre aussi. Des fois on fait 3 marchés, des fois 4. Mais c'est le premier comme ça. Ça là c'est parti. Il y a d'autres ici qui vont venir encore. Cette année, la moisson semble abondante. En est-il autant pour les revenus générés? Les records au niveau du coton, on peut dire que ça va, mais le plus est moins chez nous.
Parce que l'année passée, la soie était à 265 francs. Mais cette année-là, ils ont diminué, c'est devenu 240 francs. Et puis encore, l'argent l'a dit. Les gens, ça peut faire 2 mois, 1 mois et quelques. Normalement, si ça part, quoi, ça doit au moins une semaine. Si on gagne l'argent à la boîte, ça nous faisait plaisir plus que ça. Mais la filière reste très importante dans l'activité économique de la région, où la culture du coton est devenue presque une tradition pour les populations. Après combien direction Dori, où la direction régionale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire du Sahel a procédé ce 12 janvier à l'établissement du bilan de l'opération de distribution des kits de dignité aux femmes déplacées internes de la région du Sahel. On retient que 500 ménages plutôt ont bénéficié de ces kits à Seba, Gorom, Gorgadji et Dori. On fait le point avec Albert Nebier et Nazar Sanou sur place à Dori. De l'opération de distribution de kits de dignité au profit des ménages des déplacés internes et populations hors de Dori, le bilan est satisfaisant malgré quelques plaintes notifiées. Des kits comme réponse aux besoins spécifiques des femmes déplacées internes. Au total, 500 kits ont été distribués à des ménages déplacés internes et à 126 ménages autres. L'opération a été exécutée à 100%. Et ce qu'il faut aussi mentionner est que la démarche a été vraiment très bien respectée. Parce qu'au-delà de l'opération de distribution, on a mis en place des comités de plainte qui permettent à ceux-là qui se sentent d'une manière ou d'une autre lésés dans la conduite de l'opération à pouvoir en tout cas faire entendre leur voix. Et à ce niveau, au total, 17 plaintes ont été enregistrées et tout a été géré. 4 zones ont été prises en compte dans cette opération de distribution de kits. Seba, Gorgadji, Gorom et Dori. L'appui financier de UNICEF à hauteur d'environ 6 millions de francs CFA aura été nécessaire pour venir en aide aux déplacés internes. À l'étranger au Bénin, la fête nationale du vaudou perturbée par le Covid-19. La tradition veut que chaque 10 janvier, les Béninois célèbrent les divinités du vaudou. Mais cette année, l'hommage aux forces de la nature et aux glorieux ancêtres a tourné court en raison des restrictions liées à la lutte contre le Covid-19. Regardez. D'ordinaire célébrée en grande pompe, la fête nationale du vaudou a été marquée par la sobriété dimanche au Bénin. Le Covid n'a pas eu totalement raison des festivités, mais la prudence était de mise dans ce pays très peu touché par le virus, qui compte officiellement 3000 cas et 44 morts. Nous nous retrouvons dans le faste tous les 10 janvier, mais avec le Covid-19, nous sommes restés dans notre couvent. Et nous avons gardé nos distances pour éviter la propagation du virus. Nous prions pour qu'il reste à jamais loin de nous. La religion vaudou est bâtie autour des forces de la nature et du lien avec les ancêtres. D'habitude, de grandes processions ont lieu dans différentes villes, attirant des foules et des centaines d'initiés, de curieux et de touristes. Avant, on a les invités. Avant, nous recevions des invités extérieurs de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso. Mais cette année, nous n'avons rien pu faire. Nous sommes restés avec nos familles et avons fait de notre mieux. Nous remercions Dieu qui nous a préservés de cette maladie. Pour certains, le virus n'est pas une surprise. En 2019, un oracle du vaudou avait prédit une grave maladie pour 2020. Toujours à l'étranger, Diary Isso, une jeune Sénégalaise et étudiante dans une grande classe préparatoire à Paris, a disparu depuis les vacances de fin d'année 2020. L'inquiétude persiste à son sujet. Ses amis et ses camarades de classe se mobilisent depuis maintenant 8 jours pour la retrouver. En 2018 et 2019, la jeune surdouée est élue meilleur élève du Sénégal, un prix remis par le président de la République du Sénégal en personne.
Où se trouve l'étudiante sénégalaise Diarisso? C'est la question que se posent nombre de personnes en France comme au Sénégal, alors que la jeune femme de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier. Des affiches ont été placardées sur le lycée Louis-le-Grand dans le 5e arrondissement de Paris, où Diarisso étudie en 2e année de classe préparatoire. L'émotion est particulièrement grande au Sénégal. La jeune femme y est très populaire, notamment car elle avait été désignée meilleure élève du pays en 2018 et 2019, un titre remis chaque année par le président Macky Sall. Ces derniers jours, la diaspora sénégalaise en France s'est fortement mobilisée. On compte sur les autorités françaises et sénégalaises aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être le combat de tout le monde. Rien ne serait-ce que pour son jeune âge et sa brillance. C'est une jeune femme quand même qui peut servir non seulement au Sénégal, mais aussi au monde entier. Donc il faut qu'on y pense et puis faire le nécessaire pour la retrouver. La disparition a été signalée le 7 janvier par le consul du Sénégal. Selon le parquet de Paris, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée à la BRPD, la brigade de répression de la délinquance à la personne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTB. Au revoir.